Marcel Ordonneau, bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview pour la chaîne YouTube Rencontre. Vous êtes né en 1922 à Olonne-sur-Mer. En 1943, vous partez pour l'Allemagne dans le cadre du STO, Service de travail obligatoire. Là-bas, vous êtes arrêté pour activité subversive. Après un interrogatoire sanglant, vous échappez de justesse à la peine de mort par décapitation, la tête sur un billot. Vous serez condamné à 3 ans de travaux forcés et déporté au bagne de Griebo, au sud de Berlin. L'enfer s'achèvera en avril 1945. Aujourd'hui, vous êtes président de l'amicale sablaise des déportés et effectuez votre devoir de mémoire en intervenant auprès des collèges et lycées de la région. Vous nous faites l'honneur de nous recevoir chez vous au Sable d'Olonne. Nous allons débuter. Marcel, comment allez-vous ? Je vais d'abord très bien. Je me sens très bien, malgré mes 95 ans. Pour comprendre quelque chose à ma vie, je crois qu'il faut remonter très loin, c'est-à-dire à ma famille. Je suis né dans une famille plus que modeste, puisque quand je regarde dans toutes les... Je vois qu'il y avait des mendiants dans ma famille. Mon papa, alors, si je dis mon papa au lieu de père, et maman au lieu de mère, c'est ce que j'estime qu'il y a beaucoup plus de tendresse dans ces mots-là. Et je les ai fait tellement pleurer qu'ils méritent bien, à chaque fois que l'on parle, de toute cette tendresse. Donc j'étais une famille très modeste. Mon papa, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais cette famille modeste voulait faire de lui quelqu'un qui monte les échelons. Et il était même allé dans un collège. À cette époque, vous vous rendez compte, aller dans un collège, c'était déjà... Mais la guerre 14-18, et à l'âge de 16 ans, il a été obligé de revenir chez lui, parce qu'il travaillait avec son oncle, on travaillait en famille. C'était des ouvriers maraîchers. Ils n'avaient pas de terrain, mais ils louaient à moitié, c'est-à-dire les terrains. La moitié de la récolte était pour celui qui possédait le terrain et l'autre moitié pour eux. Voilà comment c'est le commencement de ma famille. Il s'est marié. Il a eu un enfant, un seul. J'étais donc l'unique enfant de la famille. Et mes parents ne voulaient plus faire sans doute de la chair à canon. C'était comme ça que ça se passait. Et j'allais à l'école. Est-ce que c'est des gènes, en tout cas? J'apprenais une facilité déconcertante. Quand on me donnait des leçons, je les lisais une fois et je les savais par cœur. Afin que vous expliquiez pourquoi maintenant. J'étais vite, très jeune, une curiosité exceptionnelle. Je lisais tout ce que j'attrapais. J'attrapais des bouquins cachés chez moi et je les lisais très très jeune. Et mon papa me disait, tu sais, dans la vie, il faut avoir la volonté d'y arriver. Il faut de la volonté. Et j'ai gardé ça parce que je savais que vous en parlez. Voilà. J'avais 7 ans et je crois que la volonté, elle est tracée sur mon visage. Je l'ai gardé parce que moi-même, quand je vois, je devais être un drôle de numéro. Beaucoup de caractère. Oh, quel caractère je devais avoir. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, mon papa, il a pensé ce qu'avaient pensé ses parents pour eux. Je veux faire de ce gosse quelqu'un qui monte les échelons tellement il est doué. Je vivais donc avec mes parents et une vieille grand-mère qui s'appelait Luce. Je vais vous parler de Luce, vous allez comprendre pourquoi. Elle était croyante et très pratiquante. Mes parents, je ne sais pas s'ils étaient croyants. En tout cas, ils n'étaient pas pratiquants. Mais elle était très pratiquante et sans doute qu'elle avait obtenu de mes parents que j'aille à l'école catholique au lieu d'aller à l'école publique.
Il faut que j'en parle parce que ça mérite pour la suite. Qu'est-ce qui se passait quand on revenait des écoles? On se battait. Enfin, c'était plus un jeu qu'une bataille. Mais on se battait parce que on était entre concurrents. Comme j'apprenais très vite, arrive le certificat d'études et mon papa dit « Tu passeras le certificat officiel ». Parce qu'à cette époque, les certificats étaient le même jour. Le certificat des établissements catholiques et le certificat officiel. J'étais furieux. Moi qui à l'école, j'étais toujours premier, sans forcer. Ça allait tout seul. Ça allait tout seul, à tel point d'ailleurs. Alors mon papa, c'était mon idole. Et je voulais être comme lui, bon comme lui. J'ai jamais entendu mes parents se disputer une seule fois. C'était de la tendresse, c'était énorme. Et la tendresse pour moi, elle est de père, bien sûr. Mon papa m'amenait à la chasse. J'étais heureux quand j'allais à la chasse. Un jour, j'ai eu une composition française à faire. Peut-être une composition française sur votre famille, sur vos parents. Et j'avais parodié un peu Victor Hugo. Je devais avoir lu Victor Hugo. Mon papa se n'aimerait de sourire si doux. Vous voyez où j'en étais, déjà tout jeune. Je sais que j'avais eu 10 sur 10 à la composition française. Bon. Et certificat d'études, me voilà donc avec mes concurrents de l'école publique avec qui je me battais le soir. Je passe mon certificat d'études, mais sans mention. Sans mention. Alors que tous les copains que j'étais devant, eux, ils avaient passé leur certificat de l'école catholique avec des mentions bien. J'étais furieux. Mon papa dit, maintenant tu vas aller au collège. Tu vas aller au collège public. Je dis non, papa. Je resterai travailler avec toi. J'irai pas. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu m'envoyer au collège. Je refusais d'aller au collège. Désespéré, il va voir le directeur de l'école catholique, qui était un frère quatre bras, c'est-à-dire ceux de... Il dit, comment je fais? Je ne peux pas l'envoyer au collège. Et pourtant, il mérite. Il dit, laissez-le moi. Je lui ferai des cours particuliers. Je suis resté 2 ans de plus à l'école, 2 ans de plus au-dessus de mon certificat. Je vais dire ce frère quatre bras pendant 2 heures. 2 heures gratuitement après, il me donnait des leçons. C'est-à-dire, il m'a fait grimper les échelons du savoir. Il voulait faire de moi un missionnaire. Bien, au bout de 2 ans, je dis non, j'ai pas la vocation. J'ai pas la vocation. Je dis, vous savez, moi déjà, à mon âge, je vois plus les petites filles que les histoires religieuses. Alors il a dit à mon papa, j'abandonne, c'est pas possible, mais il dit, je vous assure qu'il a un sacré savoir. Et me voilà travailler avec mon papa, il n'a pas pu m'envoyer. On était maraîchers, je vous l'ai dit, on avait des terres que l'on louait c'était des anciens armateurs qui avaient acheté des terrains et ils louaient. Il y avait même un marais de 5 hectares qu'un armateur possédait et mon papa s'occupait de ce marais de 5 hectares. J'ai été élevé là-dedans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, encore à 95 ans, je pourrais, mais on n'aura pas le temps, j'aurais pu amener l'argent, on verra. Bon. Et puis, ça s'est passé comme ça. Arrive 1940. 1940, mon papa avait été réquisitionné, c'est pas le mot. Il avait été quelques mois auparavant, eh bien, il était rendu à Nantes comme infirmier à l'hôpital. Et il était prisonnier des Allemands à l'hôpital. J'étais tout seul avec ma maman. Ma maman dit, elle connaissait mon caractère. Elle dit surtout, ne fais rien, ne bouge pas, on te prendrait et je serais toute seule, j'ai plus que toi.
On avait un petit poste transistor à la maison et très vite j'ai pu capter les émissions qui arrivaient de Londres. Le 14 juillet à 40, une émission nous dit « Vous n'avez pas le droit dans la zone occupée de mettre des drapeaux, mais mettez des drapeaux quand même. » On n'avait pas de drapeau tricolore à la maison, mais j'avais découvert des petits drapeaux en carton. Et j'ai mis les petits drapeaux sur mon vélo. Ma mère en pleurs quand elle m'a vu partir avec le vélo. Je dis « Maman, on est en campagne, on risque rien. » Le fait c'est que j'ai rien risqué, mais alors j'entendais des conversations. J'entendais, tiens, voilà encore le fils Ordonneau qui fait le con. Ben oui, c'était comme ça. Oui, c'était comme ça. D'ailleurs, j'ai expliqué, je comprends pourquoi aujourd'hui il pouvait se conduire comme ça. Je l'ai expliqué dans mon allocution. Et puis mon papa est revenu en octobre 1940. Il est revenu en civil. Il dit « J'ai une permission pour faire les vendanges avec vous. Si on ne vient pas me chercher, je resterai là. » Finalement, je crois qu'il s'était échappé. J'ai cru comprendre finalement qu'il s'était échappé avec la complicité du médecin-chef de l'hôpital qui lui avait donné des habits civils pour amener. Et en fait, il y reste. Donc arrive 1943. Auparavant, bon, il y avait un nommé Gachelin qui se disait de la résistance. Bon, on a fait un tas de coups, mais alors ça ne vaut même pas le coup d'en parler parce que je ne vois pas ce que ça apportait. Peut-être un amusement, puisqu'une fois, on s'est aperçu que les sous-officiers allemands se réunissaient dans un café d'un village voisin pour faire la bringue qui était là. Et avec un copain, on dit, bah, pendant qu'ils vont faire la bringue, on va saboter leur vélo. J'avais du goudron à la maison, j'ai amené un pot de goudron, et on a mis du goudron sur les selles, On était heureux, on a dit, quand ils vont fourcher leur vélo, on va leurs uniformes, ils en auront pour un mois détaché. Il y a eu bien sûr toute une enquête après, mais ils n'ont jamais découvert ce qui c'était. Vous voyez à peu près, c'était le genre. 1943, service du travail obligatoire, et je suis obligé de partir. J'ai trouvé ce monsieur qui s'appelait Gachelin, qui se disait de la résistance, et qui nous faisait faire un tas de bêtises, mais si on était pris, lui, il était grand. Vous voyez à peu près. Je lui dis, monsieur Gachelin, est-ce que vous auriez une planque pour moi? Il dit, non, mon petit gars, il faut que tu te débrouilles. Passé une mauvaise nuit. À 21 ans, j'ai une petite copine à 21 ans. Je vous l'ai dit, j'avais rien pour être religieux, mais j'avais une petite copine. Et cette petite copine, ce qui était intéressant, c'est qu'elle avait un oncle qui habitait Quimperlé, qui avait un café. Je dis à mes parents, je pars en Angleterre. Je vais bien trouver, à partir de Quimperlé, une filière. Maman pleurait, son fils unique parti. Il dit, je te reverrai jamais. Je dis, maman, je te cacherai. Je dis, maman, tu sais bien que tu ne pourras pas me cacher. On sera dénoncé, puis toi avec. Puis mon papa, lui, dit, bon, laisse-le partir, on verra bien. Et j'arrive à Quimperlé, puis on n'a rien trouvé, pas de filière. Et au bout de 4 ou 5 jours, la cafetière, comme je l'appelais, c'est-à-dire la femme du cafetier, se mettait à crier tous les soirs. On dit, on a quelqu'un qui est dans l'illégalité, on va avoir des ennuis. Et le cafetier me dit, il faut que tu repartes chez toi. Parce qu'autrement, il serait capable d'aller te dénoncer. Et je reviens à la maison. Et à la maison, j'ai cru que le bonheur était arrivé, car il y avait un cheminot parisien qui habitait la maison voisine, qui venait tous les 15 jours de Paris, et qui chargeait dans ses valises, et qui disait qu'ils avaient un réseau de résistants, un réseau communiste. Oh, je serais allé avec n'importe qui, pourvu que je ne parte pas en Allemagne. Il s'appelait Émile Marchand, je lui dis, Émile, tu pourrais m'accueillir dans ton réseau? Il dit, pourquoi? Ben, je dis, je dois partir en Allemagne. Mais tu pars quand? Je vais partir le 23 juin 1943. Je dis, écoute, viens avec tes camarades du SCO, puis je te récupère à la gare Montparnasse. Bon, à la gare Montparnasse, il n'y a pas eu d'Émile Marchand, Milo n'était pas là. J'ai paniqué, et puis j'ai pris le train en partance pour l'Allemagne en me disant, dans une gare de province, je descendrai et je rejoindrai. Oui, le premier arrêt était Aix-la-Chapelle en Allemagne. Et je suis resté dans le wagon, et je me suis retrouvé à Stettin,
à l'autre bout, aujourd'hui, s'exile en Pologne. Après tout, on était assez libre. On n'avait pas le droit de prendre le train, on avait le droit d'écrire chez nous, on avait le droit de se promener en ville. Et le premier travail qu'on m'avait donné à faire, c'était tout simplement sur des pièces de sous-marins qui étaient embouties par une machine à emboutir. Il y avait de la limaille de fer, il fallait qu'avec une lime, j'enlève avec précaution toute la limaille de fer, il ne fallait pas faire d'encoche. Je n'allais pas me dire ça. C'était un vieux maester allemand qui ne parlait pas français, d'ailleurs il m'expliquait langsam. Dès qu'il était parvenu, je prenais la lime sur champ et je faisais. Et ça a dû commencer là, parce qu'il a dû me faire surveiller. Je voyais tous les sous-marins qui étaient alignés, avec leurs numéros, ils se remplaçaient, je savais qu'ils allaient vadrouiller dans l'Atlantique. Je dis, si je prenais les numéros des sous-marins et que je les envoyais au nommé Gachelin, qui se dit faire partie de la résistance, ça pourrait servir. J'envoie donc des numéros de sous-marins au fur et à mesure qu'ils se remplaçaient. J'avais marqué sur un petit carnet, puis ça ne suffisait pas. Oh, je dis, qu'est-ce que je peux faire? Je ne sers vraiment pas à grand-chose. Il faut que je travaille mal, mais il faut quand même que je travaille pour eux. Et je me mets à écrire dans les WC du camp et dans les WC, celui qui de ses mains bâtit ce lieu malpropre a fait pour les humains mieux qu'Hitler pour l'Europe. Vive De Gaulle, vive Giraud, ah bah Hitler, ah bah la balle. Mais il devait me surveiller. Il devait surveiller parce que sur l'acte d'accusation, quand on m'a interrogé, il dit « Pourquoi avez-vous écrit telle date ?» Ils mettent la date, j'ai plus la date en tête. Dans les WC, ils savaient la date à laquelle j'avais écrit ça dans les WC, que moi je ne me rappelais même pas. J'ai su la date quand on m'a interrogé aux interrogatoires. On devait me surveiller. Et le 10 octobre 1943, dans le camp, arrivent 3 types, habillés comme vous les voyez dans les films, c'était des gars de la Gestapo. Ils me font tasser tous mes effets que j'avais dans les 2 valises que j'avais. Ils trouvent le petit carnet d'ailleurs où je mettais toutes les annotations et les numéros des sous-marins. Et me voilà à la prison de Stettin. Il va falloir que je passe vite parce que j'en aurai pour 6 heures en train de vous parler. Et je me trouve à la prison de Stettin. Alors là, je me... Dans un cachot dégueulasse qui était en demi-sous-sol. Vous étiez seul? Dans ce cachot, vous étiez seul ou il y avait d'autres jeunes gens? Non, j'étais tout seul dans le cachot. J'étais longtemps tout seul dans les cachots. Et tout de suite, interrogatoire. En fait, c'était pas l'interrogatoire, mais je le saurais qu'après. Cet interrogatoire, je me trouve devant en fait les 3 types qui étaient venus me chercher, qui avaient des sales gueules d'ailleurs, et puis qui me parlaient en allemand, je comprenais rien. Je disais Nichts verstehen, je savais que ça voulait dire. Je prenais des coups, j'ai pris une tabassée que je me suis retrouvé tout endolori. Mais ça a recommencé le lendemain matin. Et le lendemain matin, je me suis retrouvé avec eux, il y avait un type qui avait un rasoir à main, dans la main, et il me regardait en ricanant. Un des sbires me retire ma chaussure et il se met à me faire des stries le long des orteils. Mais oh mon voyez Dieu, ça? Vous avez encore des cicatrices. Eh bien, le rasoir s'est échappé de ses mains et il m'a fendu. Et il m'a fendu la cheville, le mollet jusqu'à l'os. C'est-à-dire que je me suis retrouvé comme ça dans ma cellule, j'avais un grand mouchoir de campagne, c'est que ce grand mouchoir s'est serré, et ça s'est guéri comme ça, serré, mais vous voyez, depuis 70 ans, j'ai encore la cicatrice. Et ça a recommencé le lendemain matin. Et là, on m'a suspendu ma veste, j'avais toujours mes vêtements civils. On a fait un trou avec un crochet dans ma veste, parce qu'il y avait une manière de câble avec un crochet au bout, et qui était sur une poulie. Et quand le crochet a été mis, j'avais mes cheveux qui n'avaient pas été
coupés depuis que j'étais en Allemagne, ils étaient longs, ils les ont attachés et ils ont glissé le crochet. Et un type, un des sbires, a tiré sur le... Et je me suis trouvé les pieds à 20 cm du sol. J'étais comme ça dans le vide. Mais je dis, ils vont me laisser là. Ben non. Un des sbires s'est amené avec une lanière de caoutchouc, un goumi. Un goumi, c'est une lanière de caoutchouc plat, mais avec du plomb à l'intérieur. Et ils me sont mis à saigner des coups, mais des coups. À chaque fois qu'ils m'assénaient des coups, j'avais l'impression que la peau du crâne se décollait parce que je bougeais. Et j'ai dû m'évanouir quand j'ai repris mes esprits, j'étais dans mon cachot, allongé sur le sol. Ça a été ma première expérience avec les Allemands. Et puis, le lendemain matin, j'avais peur, j'ai dit ça va recommencer. Non. Le gardien avec son café infect, ça devait être du gland qui avait rampé dans l'eau, c'était infect, ça avait le mérite d'être chaud, c'est tout. Et il est accompagné de quelqu'un qui avait une grosse tondeuse. Et on m'a tondu tous les cheveux. À chaque fois que la tondeuse passait, j'avais l'impression que ça me pénétrait dans le crâne, par vous pensez que la peau avait été décollée avec leur sévice. Et j'avais l'impression. Et puis il m'emmène, le gardien, après, il m'emmène dans ce qu'ils appelaient le magasin. Et là, j'ai dû suspendre mes habits civils et revêtir l'uniforme de la prison de Stettin. Alors mes habits civils avec mon nom étaient sur une patère, tout était là. Retenez bien ça parce que ça va m'accompagner tout le temps. Ils ont une organisation extraordinaire, les Allemands, il faut le dire. Et puis, peu de jours après, 2 ou 3 jours après, puis on me fait faire un travail. Je devais, dans une petite pièce où il y avait déjà 2 types, mais des droits communs, je devais, sur des semelles de bois, je devais clouer des lanières de simili-cuir pour faire des galoches pour les détenus de la prison, parce qu'ils laissaient jamais personne sans travailler. Quelques jours après, interrogatoire, j'ai dit ça recommence. Et je me retrouve, mais cette fois-ci, il y avait un Allemand, un officier allemand, en tenue. Il y avait un vieux monsieur qui était un interprète, et il y avait un troufion qui attendait pour prendre des notes. Et l'interprète me dit, nous allons procéder à votre interrogatoire. Mais je lui dis, mais l'interrogatoire, je l'ai déjà eu, regardez. Oh! Il dit, c'est toujours comme ça. À chaque fois que l'on a quelqu'un à entendre, il faut que la Gestapo locale le mette en condition. J'avais été mis en condition. J'ai dit, écoutez, si vous continuez comme ça, vaut mieux me tuer tout de suite, parce que je souffrirai moins. Mais il dit, on ne vous fera aucun mal. Mais on veut savoir de quel réseau vous faites partie et comment vous avez pu envoyer des renseignements aussi précis sur les sous-marins allemands et comment cette propagande dans les WC jusqu'à injurier notre Führer. Savez-vous que l'injure avec leur Führer est punie de mort automatiquement? Oh, mais j'ai dit, ça commence bien. Et puis, l'interprète me dit, souriant, n'ayez pas peur, vous avez affaire à l'Abwehr. Nous sommes le service de contre-espionnage allemand. Nous n'avons rien à voir avec la Gestapo. Nous allons vous interroger le temps qu'il faudra, car nous voulons savoir comment vous en êtes arrivé là. Et finalement, les interrogatoires se déroulaient assez bien. Il y avait l'officier qui m'interrogeait en allemand et l'interprète qui traduisait. Mais cet interprète, il était vraiment très bien avec moi. J'ai su pourquoi après. Il avait un fils de mon âge et j'ai l'impression que son fils, il avait été tué à la guerre. Parce qu'il va falloir que je passe, parce qu'autrement, il y en a. Et la veille de Noël, alors j'avais l'interrogatoire environ 1 ou 2 fois par semaine, et ça a duré jusqu'à Noël 1943. En dehors de ça, l'interprète venait me voir dans la cellule. La première fois, je me dis, tiens,
il veut savoir, il pense que j'ai pas dit ce qu'il fallait, et il veut tout... Non, c'était pas ça. Il vient de m'interroger, je voyais qu'il avait la bonté dans les yeux, et je voyais qu'il n'était pas du tout nazi. Je le voyais de la manière dont je dis, il n'est pas nazi parce qu'il ne parlerait pas comme ça. Il y avait de la tendresse chez lui. Et il m'a amené même des livres français afin que je puisse lire dans mon cachot quand j'avais de la lumière dans la journée et que je n'étais pas à travailler dans l'atelier aux galoches pour que je puisse lire. Je me souviens que j'ai eu L'île aux pingouins d'Anatole France et qu'on avait discuté avec l'interprète du contenu. Je n'étais pas d'accord avec lui sur la signification. Vous voyez la conversation que j'avais avec l'interprète. Et la veille ou l'avant-veille de Noël, il pénètre en pleurs dans ma cellule. C'est là qu'il me dit, j'avais un fils de votre âge. J'avais un fils de votre âge. Je dis, tiens, il l'a plus. J'attendais qu'il parle de son fils. Il me dit, croyez-vous à l'éternité? J'attendais pas du tout cette question, croyez-vous à l'éternité? Il voyait, il dit, croyez-vous que l'univers, les étoiles, la lune, le soleil, c'est à l'intérieur d'un globe? Ben, je dis non. Ah, il dit, c'est pas à l'intérieur d'un globe. Non. Ben, il dit, vous croyez à l'éternité? C'est pas dans un globe. Derrière vous. C'est toujours plus loin. Devant vous. Ben, il n'y a pas de mur. C'est ça l'éternité. La création inconnue. Le créateur inconnu. Mais il dit, vous allez avoir besoin du créateur. Je dis, pourquoi? Vous allez être condamné à mort. Et il dit, tous les chefs d'inculpation qui ont été retenus contre vous sont punis de mort. Il dit, vous allez être seul à penser à ça. Alors pensez à la suite. Ce que vous allez découvrir, cette création inconnue. Il dit, croyez-vous en Dieu? J'avais été à l'école catholique, mais à 21 ans, on a déjà pris l'espace. Je dis, peut-être. Il dit, vous allez vraiment en avoir besoin. Eh bien, dans l'atelier aux galoches, j'ai prélevé un petit morceau de la galoche et j'en ai fait une croix que j'ai mis dans la poche de mon uniforme. J'en passe parce que j'ai été avec lui, il m'a amené à la messe de Noël de la prison, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Quand je voyais ces condamnés de droit commun qui étaient des bandits et qui étaient là, sublimés pour une messe de Noël. Bon, j'en passe parce qu'on n'y arriverait pas. Et la nuit du 5 au 6 janvier 1944, j'étais dans mon cachot, seul. Et d'un seul coup, un énorme bombardement. J'ai su après qu'il y avait, depuis que je l'ai su, mais là je ne savais pas, c'est 356 bombardiers de la RAF qui étaient venus bombarder Stettin, et ça tombait partout. Et il y a une bombe qui a tombé sur la prison. C'est-à-dire, j'entendais comme si les murs s'écroulaient. Le petit hublot qui me donnait de l'air dans le cachot, la vitre a volé en éclats. Il y a des flamèches violettes qui ont pénétré. J'ai dit, ça y est, je vais brûler dans mon cachot. J'avais les larmes qui coulaient, bien sûr. La petite croix que j'avais en bois, je l'ai mis dans ma bouche. J'ai dit, je mourrai avec la petite croix dans la bouche. Et à ce moment-là, des coups terribles dans la porte. Des détenus, je ne sais pas comment ils s'étaient échappés de leur cellule, avec des poutres qui étaient tombées du plafond parce que la bombe avait crevé le plafond de la prison. Avec une poutre, ils défonçaient les portes de leurs camarades détenus pour qu'ils en sortent. Et je suis sorti. C'est pour dire, vous verrez le nombre de fois que j'ai échappé, c'est pas possible. Et avec eux, j'ai pris la poutre moi aussi, et on a continué de défoncer. Mais il y avait une aile de la prison qui était en feu, c'était l'aile des femmes d'ailleurs. On a arraché quelques femmes là-dedans. Et
le bombardement s'est terminé, les gardiens ont monté des abris et ils nous ont rassemblés à coups de crosse. Moi, j'ai pas pris de coups de crosse, j'étais dans le groupe, au milieu du groupe, et on nous a amenés dans le magasin où j'avais accroché, et on m'a fait remettre mes vêtements civils dans un camion débâché. Et on nous a emmenés 30 km plus au nord, à la centrale pénitentiaire de Golno. Alors à Golno, la centrale pénitentiaire, système inverse, magasin, enlever les vêtements civils et reprendre l'uniforme. Et on m'amène dans une cellule du 2e étage. Il y avait quelqu'un. Ben, je dis, je ne serai pas seul. Ben oui, parce que c'est dur d'être seul. On imagine. Quand le gardien a fermé la porte, je dis bonjour, et le type, il me répond bonjour, un Français. Oh, le bonheur. On se met à parler. Je lui dis pourquoi j'étais là. Je lui dis et toi? Oh, je n'ai rien fait. Oh, c'est un petit gros. Il n'avait pas l'air d'avoir souffert, et pourtant vous allez voir. Je dis enfin, moi je te dis pourquoi je suis là. Je suis pas un espion. Tu peux le dire. Je dis, il avait la tête d'un agriculteur. Il était agriculteur. Je dis oui. Il me dit, je suis prisonnier de guerre. Mais les prisonniers de guerre, on les met pas en tôle. Puis où que t'étais? Dans une ferme. Ah bah j'ai dit oui, agriculteur dans une ferme. Mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que tu faisais dans cette ferme? Il dit la cuisine. Tu faisais la cuisine? T'allais pas au champ? Ben il dit non, c'est les femmes qui allaient au champ. Les femmes? Il dit oui, j'étais avec 3 femmes. C'est pour ça qu'on t'a fiché en tôle. Pas tout à fait. Mais il dit je couchais avec les 3 femmes. Il couchait avec les 3 femmes. Et il avait passé, elles se sont pressées le chignon, vous allez voir après. Il avait été condamné. Il avait passé en jugement 6 mois parce qu'il couchait avec la bonne, 2 ans parce qu'il couchait avec la belle-sœur de la patronne, et 7 ans parce qu'il couchait avec la patronne dont le mari était sur le front russe. Et j'ai cru comprendre pourquoi que ça s'était passé. C'est qu'il était dans la ferme des enfants, de l'enfant, celui qui était sur le front russe. C'est-à-dire que les vieux habitaient plus loin. Et à mon avis, peut-être que les vieux avaient mis leur bru qui devait coucher avec... Enfin, vous voyez. Bon. Ce qu'il y avait, c'est qu'il avait la dysentriste. Il était tous les quarts d'heure sur la tinette. Puis, tu vois, à coucher avec les amants, tu pues. Tu pues la merde. J'étais pas gentil. Hein. C'est pas bien d'avoir... Ben, il dit, je faisais pas de mal de coucher avec. J'ai dit, comment, tu te laisses faire prisonnier? Ben, il dit, prise de guerre. Oh, je dis, oh non, oh non. Il dit, prise de guerre. Prise de guerre, ben, c'est avec les 3 femmes. J'ai dit, non, mais... J'ai dit, de toute façon, ça pue ici. Puis il dit, alors on recevait un ballot à dégarnir, c'est-à-dire à enlever morceau par morceau, et il fallait que le soir, on ait tout décousu, sinon c'était le mitard qui nous attendait, c'est-à-dire un cul de basse-fosse où on faisait le tour. Sur une cour, c'était dans la cour, et on entendait quelquefois des gens qui criaient de ce cul de basse-fosse qui était dedans. Mais je ne voulais pas y aller, puis lui non plus, mais il ne faisait rien, il ne travaillait pas. Il dit, je suis malade. Mais j'ai dit, oui, je suis obligé de faire tout le boulot. Moi, je suis obligé de travailler pour les Allemands, pour ne pas aller au mitard. Puis un jour, j'y tenais plus. Quand le gardien est venu, j'ai dit, nein, zwei, 2, moitié pour lui, moitié pour moi. Il n'avait rien compris, il amène un autre ballot. Avec beaucoup d'aplomb, le prisonnier Gamery, tu vois, avec tes conneries, on en a 2 à faire. J'ai dit, oui, j'en ai 2 à faire parce que tu fais rien. Je frappe à la porte de nouveau, le gardien s'amène. J'ai dit, camarade, crank, malade, pas beaucoup travaillé, moitié. Ya, il dit, Fonchten. Il ramène le ballot et il amène 2 petits ballots. J'ai dit, tu vois, maintenant tu vas faire ton demi-ballot et moi le mien. Je voulais pas qu'il aille au mitard, mais j'ai toujours fini son ballot parce qu'il faisait rien. Et un jour, on est venu le chercher et je me suis retrouvé tout seul. La première nuit, j'étais content.
J'ai dit, chut, je respirais plus cette odeur de merde, parce que c'était comme ça. Hein. Mais je devenais moitié dingue, je devenais fou. Un jour... À quoi on pense? Comment, quand on est comme ça toute la journée? Oh, tout vous seul. allez voir, Ah oui. vous allez voir. Est-ce que vraiment ma grand-mère m'est apparue, ou est-ce que c'est moi qui l'ai installée en change? En tout cas, j'ai vu ma grand-mère Luce, celle que mes parents m'avaient racontée lorsque j'allais à la maternelle. Elle était restée le premier jour assise sur les marges de la maternelle pour que si son petit-fils pleure, qu'elle puisse tout de suite le prendre dans ses bras et le ramener. C'est pour dire qu'on m'aimait, cette grand-mère. Ma grand-mère était perdue, il t'en fait pas ton petit gars, tu t'en sortiras. Que s'est passé? Est-ce que c'est un songe? Est-ce que c'est vraiment? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, avec l'étoffe de ces morceaux j'ai fait un chapelet, mais un vrai chapelet. Des gros grains pour les Notre Père, des petits grains pour les Je vous salue Marie, et la croix que j'avais taillée, je l'ai mis comme croix du chapelet. La petite croix en bois, vous l'aviez gardée. Vous allez voir, je vais vous raconter après. Le chapelet, je l'ai fait. J'avais ma main sur le chapelet pour... J'ai dit Je vous salue Marie, mais il fallait vite que j'arrête car j'étais plein de poux. Il fallait que j'attrape les poux. Et j'avais une dextérité, dès qu'un pou, je les attrapais. J'arrivais pas à les écraser. Et vous voyez où j'en étais? Je les mettais sous mes dents, puis je les faisais péter. Puis je disais, tiens, un pou nazi de moi. Ouais, mais je devenais dingue, hein. Je devenais dingue. Et un matin, on est venu me chercher, on me tenait, le gardien, il se bouchait le nez, je devais sentir mauvais. Il m'amène dans une pièce, et il me dit d'enlever tous mes vêtements, que je sois tout nu, et il me fait mettre les vêtements dans un casier qu'il y avait en fer, et il referme la porte. Je prends mon chapelet qu'il y avait là, je dis, je devais le garder, mais où le mettre, c'était tout nu. Je l'ai mis autour de mon cou. Mais il y avait autre chose, c'est que j'avais chippé un petit bout de crayon dans l'atelier aux galoches à Stétine. Je dis, s'il trouve ce petit crayon, je suis foutu. Mais où mettre le petit crayon? J'ai mis le crayon dans le derrière. Ouais, voilà où j'en étais. Voilà où j'en étais. Puis le gardien revient à un moment donné, puis il m'amène dans une douche, il me laisse le chapelet autour du cou. J'ai pris une douche. À la sortie de la douche, il y avait avec le gardien, il y avait un détenu qui avait un vaporisateur. Il m'a vaporisé, ça avait sans doute des insecticides ou je ne sais trop quoi. Et le gardien m'amène dans le magasin où il y avait mes vêtements civils et dit de revêtir mes vêtements civils. Je dis, je vais être libéré. Et il m'amène dans une autre cellule qui sentait vraiment bon, sentait le désinfectant, sentait de l'odeur qu'il y avait. Moi j'aime l'odeur du désinfectant, mais c'est vrai, ça sentait bon le désinfectant. Et dans l'après-midi, la porte s'ouvre et pénètre à l'intérieur de la nouvelle cellule le gardien, l'interprète que j'avais eu, qui était accompagné d'un vieux monsieur, et qui m'amenait mon acte d'accusation. J'ai toujours mon acte d'accusation en allemand. J'ai pu vous allez voir comment... C'est incroyable, mais c'est incroyable. Et il y avait aussi le directeur de la centrale pénitentiaire. Et l'interprète lui dit, après il me l'a traduit, il lui demandait de m'amener un dictionnaire franco-allemand pour que je puisse lire à tête reposée ce qu'il y avait dans l'acte d'accusation pour pouvoir répondre. Et il me dit, je suis accompagné de Laurence Müller. C'est un avocat de Stettin et le service de contre-espionnage allemand va vous le donner comme conseil. Lorsque vous allez passer devant le tribunal, eh bien, ça sera votre conseil. Le service de contre-espionnage me donnait
C'est incroyable. J'en passe, faut passer. Je n'ai pas compris du tout ce qu'il y avait dans l'acte d'accusation. Je n'avais pas assez d'allemand, si vous voulez, même avec le dictionnaire, pour relever. Et le 10 mai 1944, mon papa venait d'avoir 46 ans. C'était son anniversaire, le 10 mai 1944. Une voiture cellulaire m'a emmené 30 km plus au sud, à Stargard. Et on m'a fait pénétrer dans une grande pièce, c'était le tribunal de Stargard. Et l'interprète me dit, ce sont les juges du Kammergericht de Berlin qui vont venir vous juger ici. Et à ce moment-là, pénètrent 2 juges, enfin moi j'ai cru que c'était 3 juges au départ. Il y en avait un qui était avec des revers d'hermine, et les autres en robe noire. Et l'interprète me dit, ce sont des militaires, mais ils n'ont pas voulu salir leurs habits militaires avec un sujet comme vous. Ça commençait bien. Et voilà que celui qui était en revers d'hermine, qui était le procureur, se met à m'accuser, à faire son réquisitoire. Il gueulait d'ailleurs. À un moment donné, j'entends cop, ap. Je regarde l'interprète, il dit oui. Il demande au juge de vous condamner à mort par décapitation, en disant que vous êtes un terroriste et que ça serait trop d'honneur de vous fusiller. C'est terrible. Voilà où j'en étais. Alors là, le monde s'effondre. Voilà, je pleurais, Je me voyais fichu, je pleurais. Je ne reverrais plus, j'avais ma main qui était accrochée sur mon chapelet d'étoffe. Et quand il a eu fini son réquisitoire, l'interprète me dit, les juges vous demandent de parler, de dire ce que vous avez dit pour votre défense. Je ne pourrais pas parler. J'avais une boule dans la gorge. Et à ce moment-là, Laurence Muller, l'avocat qui était là, se lève et se met à apostropher le procureur. Parce que l'interprète, il dit, monsieur le procureur, vous avez ajouté un chef d'accusation qui n'est pas sur le rapport du docteur Hansen. Ils appelaient docteur, d'ailleurs, ils s'appelaient tous docteurs. Le docteur Hansen, c'était celui qui m'avait entendu. Il dit, vous accusez ce sujet de Landesverrat, de traître envers le pays allemand, sous le prétexte qu'il n'a pas respecté les accords passés entre le gouvernement allemand et le gouvernement français. En droit, j'estime qu'un tribunal français doit se prononcer avant et que nous devons prononcer notre jugement que lorsque le tribunal français aura donné ses attendus. Eh bien, figurez-vous que les 2 juges se sont mis à se disputer avec le procureur. Et l'interprète me dit, vous avez peut-être une petite chance, ils ne sont pas d'accord. Et ils se sont retirés pour délibérer. Moi, je m'attendais, je disais, ça y est, je vais y passer. J'étais écroulé. Quelles étaient vos pensées d'ailleurs, à ce moment-là? Je ne pouvais plus bouger, j'étais sur mon siège, j'étais abattu, je ne pouvais plus bouger. Et ils sont arrivés. Debout, me dit là, je ne pouvais pas. Et c'est l'avocat et l'interprète qui m'ont aidé à me lever. Et à ce moment-là, l'un des 2 juges, un petit gros, il était aussi large que gros, il était aussi large que haut, mais il avait une bonne bouille. Et c'est lui qui prononce sa sentence, Dreijahre de Zuchthaus. J'étais condamné à 3 ans de travaux forcés. La boule que j'avais dans la gorge, elle est disparue comme un enchantement. J'étais pas condamné à mort. Et à ce moment-là, j'ai assisté une succès, non seulement qui m'a poursuivi toute ma vie, mais qui m'a sûrement incité à prêcher l'entente franco-allemande dès mon arrivée. L'avocat, ils se sont donné l'accolade. Ils étaient heureux de m'avoir fait échapper à la peine de mort. L'interprète s'est approché de moi, m'a serré la main. Il m'a serré la main. Il m'a dit, je prierai pour vous. Mais ça avait été trop dur. J'ai perdu la mémoire.
Je sais que j'ai perdu la mémoire parce que c'était le 10 mai 44. Et je retrouve ma mémoire, c'est ce qui s'est passé. Je retrouve que lorsque je suis dans un train, je l'ai raconté d'ailleurs dans la locution, et c'était en juillet. Et les Polonais moissonnaient le blé. J'ai perdu la mémoire pendant 1 mois et demi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce moment-là? Incapable de savoir. Ce qui est sûr, c'est que j'étais en civil, avec mes habits, où j'étais arrêté au départ, que dans mes habits, il y avait mon acte d'accusation, il y avait mon petit crayon et il y avait mon chapelet. Ça, j'en suis sûr, puisque j'ai retrouvé ça. Mais vous allez voir après. Alors, je pense, puisque je vous ai dit, ce qui s'était passé, je l'ai avec le train. Un autre train nous a amené, notre wagon cellulaire de Poznan a été accroché à un train de voyageurs. Nous sommes arrivés à Breslau, aujourd'hui Wrocław en Pologne. On a été entassés à la prison de cette ville. Alors là, il y avait beaucoup de wagons cellulaires, on devait être un peu plus d'100. Et on nous a entassés dans une pièce où on pouvait loger peut-être 20 personnes au maximum. On était serrés comme ça. Là. Moi, j'étais tellement crevé, les autres devaient être crevés aussi. J'ai essayé de m'accroupir, mais aussitôt, il y avait des bras et des jambes qui me passaient au-dessus de la tête, il fallait se relever. J'ai dormi debout. Mais quand je me suis réveillé, eh bien, j'avais ma tête sur quelqu'un qui était mort. Il était mort dans la nuit. On a retiré peut-être 12 ou 15 personnes. Et c'est un train que de wagons cellulaires qui nous a amenés après au bagne de Gribaud. Alors au bagne de Gribaud, c'est comme ça que je commence d'ailleurs quand je vais dans les écoles et que je dis que le vieil homme qu'il voit, c'est aussi le jeune déporté de 1944, celui qui subissait les interminables appels sous la neige du matin et du soir. À ces appels, les morts devaient être avec nous. Les morts de la nuit à l'appel du matin. Les morts de la journée à l'appel du soir. Car mon travail consistait dans un commando qui allait décharger des déchets de produits chimiques de wagons qui étaient situés environ à 400-500 mètres du bagne. C'était des déchets qui d'ailleurs brûlaient les poumons. Comment? Des déchets qui brûlaient les poumons. Oui. Oui. Alors, le fait de respirer ça. Les gardiens avaient des masques à gaz, les capots avaient des foulards comme les chirurgiens, et nous on déchargeait sans rien. Alors on ramenait ceux qui étaient morts de la journée, si je vous dis, on les ramenait sur une civière à l'appel. J'ai tenu environ 3 semaines, peut-être 1 mois, peut-être un peu plus. En tout cas, un jour j'étais au bout du boulot, je crachais du sang, j'étais atteint de tuberculose pulmonaire. Quand j'ai eu fini, quand on avait chacun un wagon à décharger dans la journée. C'était toujours pareil, il fallait finir le wagon ou c'était le mitard. Alors là, le mitard, on ne survivait pas. Quand j'ai eu fini le wagon, j'étais tellement rendu au bout que je me suis assis sur le plancher du wagon. J'avais pas le droit. Les capots sont montés dans le wagon et ils ont joué au ballon avec moi, mais j'étais le ballon. C'est-à-dire que l'un me donnait un coup de pied, lançait un bout du wagon et l'autre redonnait un coup de pied. Et je me suis écroulé sur le ballast, en urinant de frayeur et de douleur dans mon pantalon. Ils sont descendus, ils ont continué à me taper dessus. Et si le gardien avec son masque à gaz n'était pas arrivé pour les arrêter, je crois qu'il m'aurait tué sur place. On m'a mis sur une civière et me voilà pour l'appel du soir. J'ai dit, ça y est, ce sera la petite charrette qui aura l'appel. Ceux qui étaient morts après l'appel, on les mettait dans une petite charrette en bois tirée par les détenus. Et on les amenait vers l'incinérateur à déchets. Et voilà, en route pour l'incinérateur. À l'appel de mon nom, je ne sais pas où on trouve la force à ce moment-là. Je me suis levé.
Je me suis levé de ma civière. Et au lieu d'être dans la petite charrette, mais j'ai pu aller jusque dans mon bloc. Je me suis écroulé sur mon chalit de bois. Et là, le gardien m'a dit, Morgan, Roger, demain, infirmerie. Ceux qui allaient à l'infirmerie, on les revoyait presque jamais. C'était rare quand on les revoyait, car au bout de l'infirmerie, il y avait la cheminée, crématoire, l'incinérateur à déchets. Je voulais pas y aller le matin. Il m'a tiré par les mains. Il m'a emmené de force. Il m'a poussé à l'intérieur de l'infirmerie. Puis il est parti. Il y avait devant moi un autre détenu qui était le torse nu. Il avait un énorme ganglion au cou. Et il y avait un type en blouse blanche qui a balancé cette sorte de scapelle ou je sais quoi dans la grosseur. Du sang a jailli, du pu, jusque sur moi. J'ai tellement eu peur. Je suis ressorti. J'ai dégringolé, je suis relevé, puis je suis arrivé dans mon bloc. Il n'y avait plus personne, il n'y avait plus de gardien, il n'y avait plus rien. Je me suis allongé sur mon chalit. Il ira me chercher là. Vous n'êtes pas venu me chercher. Je suis resté sur le chalit. J'ai pas bien bouffé le soir, bien sûr, j'aurais pas pu bouffer. Mais le matin, le gardien, il est venu. Conduire! Je dis, ça y est, il me ramène à l'infirmerie. Non, il y avait à la porte un vieux soldat, avait un fusil sur l'épaule, puis il me montre que j'allais avec le vieux soldat. Le vieux soldat, il baragouinait un peu de français. Il avait une bonne bouillie. Il me dit, combien? Roger. Oh, oh. Je savais pas où il m'emmenait avec son fusil. Il me dit, combien? Il m'a aidé à marcher parce que je ne pourrais plus marcher. Je sais pas où il m'emmène. On a rejoint le commando qui allait décharger les déchets de produits chimiques. Il m'a soutenu, on a suivi tant bien que mal jusque là-bas, puis il m'a amené un peu plus loin, dans manière de faire mettre. Puis il m'a montré le travail que j'avais à faire. J'avais à mettre des carottes dans un silo. Ben, il dit, je sais pas. Il m'a montré comment mettre les carottes. Je le regarde, je prends une carotte. Il dit, goûte. Qu'est-ce que j'ai pu bouffer comme carotte? C'est ce qui m'a sauvé. Je bouffais des carottes, il me laissait faire. Il me disait, cric, grosse malheur. Au bout de 2 ou 3 jours, il me donnait la moitié de son pain. Il m'a même amené une fois une pomme qu'il m'a amenée, je me souviens. Il était gentil, ce vieux gardien. Il était gentil. Et il y avait de temps à autre un SS qui passait, pas pour nous surveiller. Il devait aller dans un bureau qui était plus loin, et il passait devant la ferme. Mais à chaque fois que le SS passait, ce vieux gardien, qui était si gentil et qui me donnait du pain, il me balançait des coups de crosse quand le SS passait. Il avait peur du SS. Et un jour, j'ai tourné malencontreusement la tête, et il m'a cassé le nez. Il était malheureux. Il m'avait cassé le nez. Puis est arrivé Noël. Il m'a dit qu'on ne se reverrait plus. Noël 1944. Il m'a montré qu'il fallait que j'emmène des carottes. J'amenais déjà des carottes tous les soirs que je cachais parce qu'autrement, j'étais qu'avec des détenus de droit commun. Je ne peux pas vous expliquer. Ils se battaient à l'intérieur. Ils se battaient entre eux. Ils se prenaient tout ce qui... Moi, mon pain, je l'ai chipé qu'une fois. Une seule fois. Parce que je le tenais comme ça. Hein. Parce qu'autrement, c'était affreux. Mais c'était affreux. Et j'avais un caleçon long. Il m'a aidé à ficeler les bas du caleçon. Et on a mis des carottes dans le caleçon. Il devait en avoir trop mis, j'arrivais du mal à marcher. Et quand on arrive... Parce que je reprenais le commando de déchargement des déchets pour rentrer au camp. Mais je dis, on va s'apercevoir que j'ai les jambes gonflées. Mais comment faire? Le gardien avec son masque c'était à côté de moi. Obligé de continuer. Qu'un avec mes jambes gonflées. Je dis, je vais me mettre au dernier rang. Parce qu'on était environ sur 3 rangs quand ils vont faire l'appel. Ils font l'appel, mon nom,
Marcel Ordonneau, au moment où je dis, il y a une ficelle qui a pété. Les carottes ont tombé par terre. J'ai dit, ça y est, c'est la schlag. Parce que quand quelqu'un, selon eux, avait commis un délit, une faute du règlement, il devait se mettre le torse nu et des coups de cravache. Ça y est, j'ai dit, je vais avoir droit aux coups de cravache. Alors il y avait 50 ou 100 coups de cravache selon la nature du délit. Eh ben non. Ils sont passés, ils ont vu pourtant les carottes qui étaient tombées. Est-ce que c'était la magie de Noël? C'était la veille de Noël. Est-ce que c'était parce que le directeur du bagne était là pour l'appel le soir de Noël, pour dire aux prisonniers qu'ils allaient avoir de la goulash pour Noël? En fait, c'était une petite boule de graisse que l'on avait dans le liquide. C'était ça la goulash. Bon. Ils ont passé, ils n'ont rien dit. Ils ont vu les carottes par terre. Mais dès qu'ils ont été passés, que l'appel finit, eh bien ce sont les détenus qui se sont jetés sur moi. Ils ont arraché la deuxième ficelle. J'ai sauvé une carotte alors que d'habitude j'en avais toujours 3 ou 4. Mais j'en ai sauvé qu'une ce soir-là avec mon chargement. Puis je me suis retrouvé sur mon chalit. Mais j'étais en très mauvais état. Ça allait de plus en plus mal. Et la prison se vidait. C'est-à-dire le bloc se vidait. Il se vidait d'une part par ceux qui mouraient, et d'autre part, le bruit courait que des commandos, on formait des commandos pour aller dégager les villes qui étaient pilonnées par l'aviation alliée. C'était sans doute vrai d'ailleurs, c'était vrai. Et puis ça passait comme ça. Arrive au mois d'avril, je ne pouvais même plus aller debout chercher ma pitance. Il me donnait à manger qu'une fois par jour, à midi. Un petit morceau de pain et du liquide. C'est ce qu'on avait. Je ne pouvais plus, j'y allais à genoux. J'allais le chercher à genoux, je ne pouvais pas tenir debout. Et puis un jour, j'ai même pas pu manger le petit bout de pain qu'il me donnait. Je l'ai mis sous ma couverture. Puis quand je me suis réveillé, il n'y avait plus de bout de pain. Il n'y avait qu'un seul type à côté de moi, dans un chalet à côté, un Belge qui parlait français, un Wallon. J'ai dit, t'as pris mon pain? Vous ton pain? Je dis, c'est toi et eux, ils sont à l'autre bout là-bas. Et on était peut-être une dizaine de reste. Je dis, c'est pas eux, c'est toi. Bon, on en est venu aux mains. 2 moribonds qui se battent. On s'est battus. On ne le voit plus là, mais peut-être à peine. Eh bien, sa cuillère, il l'a enfoncée dans ma main. Mais sa cuillère, c'est-à-dire que les manches à cuillère, on n'avait pas de couteau, on l'aiguisait comme on pouvait pour que ça nous serve de couteau. Et voilà. Mais ceux du bout du bloc, ils se sont aperçus qu'on se battait, et ils sont venus. Et il y avait parmi eux le type le plus terrible du bloc, c'est-à-dire un chef de bande qui avait formé des bandes qui pillaient, entraînaient. Il soulève la couverture du Belge et il voit le morceau de pain. Il prend le morceau de pain, tu avais pris son pain, il regarde les autres. Et ce type qui était la plus peau de vache qui faisait piller, il prend le pain et il me le donne. Avec un air de dire, je suis le chef, je fais ce que je veux. C'est ça que ça voulait dire. Je raconte tout ça parce que c'est des choses que c'est impensable. C'est extrêmement intéressant. Ce type, le type le plus horrible qui pouvait aller, qui était pire que les gardiens, il m'a donné le pain qu'il venait de récupérer. Je ne sais pas si c'est celui que le Belge m'avait volé ou un pain du Belge. En tout cas, j'ai pu manger mon pain. D'ailleurs, avant le Belge, il y avait... tiens, il y a une pile qui flanche. Il y avait à sa place un Italien, un jeune Italien. Et il allait décharger des wagons de déchets chimiques comme moi. Et il avait une habitude, c'est quand les déchets étaient froids, il les léchait. Il se shootait avec les déchets de produits chimiques. Et alors pendant qu'on maigrissait, ben lui, il gonflait. Eh bien une nuit, ben il a éclaté. Ça pourrait péter. Et il est mort à côté de moi.
son cœur a lâché, il est mort. Il avait des chaussures qui étaient bonnes, les miennes étaient trouées. J'ai mis mes chaussures au pied du mort et j'ai pris les chaussures de l'Italien. Peut-être qu'en mourant, qu'il m'a sauvé la vie. Est-ce que l'on sait? Et puis, on a entendu le canon. C'était les Russes qui arrivaient. Et un matin, le gardien, au lieu de pénétrer avec son uniforme, il est pénétré en civil dans le blog. Et il dit: Combien, vous êtes libre. Mais je ne pouvais pas me lever. Je suis resté tout seul dans la baraque. Eh bien, ce gardien, qui m'avait malmené pour m'emmener au revire, quand j'étais mal et qui voulait que j'aille, qui m'avait poussé, mais il m'a aidé à me lever. Il m'a soutenu pour aller dans le magasin où il y avait mes vêtements civils. Il m'a dit d'enlever l'uniforme. Il m'a aidé à revêtir mes vêtements civils. Et dans mes vêtements civils, il y avait toujours mon acte d'accusation, le chapelet, mais il n'y avait plus de petit crayon. Qu'est-ce que le petit crayon est devenu? J'en ai aucune idée. Mais il restait ça. Il m'a emmené à la sortie du camp. Et il m'a dit: Raous, fous le camp, mais gentiment. Oui, gentiment. C'est incroyable, Marcel. C'est impensable. Et je me suis retrouvé parmi cette cohue qui se dirigeait vers le sud. Je vois 3 prisonniers de guerre qui couraient, des prisonniers de guerre français. Il dit: pourquoi? Il dit: venez vite, il tue tout. Il tue tout. Je peux vous dire que les Allemands ont payé cher l'arrivée des Russes. Il faut dire que le maréchal Lioukov, qui les commandait, il n'avait pas été avec le dos de la cuillère dans son ordre du jour. Son ordre du jour était celui-là: soldat soviétique, venge-toi. Comporte-toi de telle manière que non seulement les Allemands d'aujourd'hui, mais leurs lointains descendants tremblent en se souvenant de toi. Tout ce qui appartient aux sous-hommes germaniques est à toi. Soldat soviétique, ferme ton cœur à toute pitié. Ça a été épouvantable. Des viols, des tueries. Celle qui m'a précédé... Racontée dans le livre Une femme à Berlin. Celle qui m'a précédé à la présidence d'Amicale Sablaise des déportés, Simone Feuvre, m'a raconté comment ça s'était passé à Ravensbrück où elle était. Il dit: Marcel, tu peux pas savoir. Ils ont pénétré dans le camp. On était là à attendre à crier notre joie. Eh bien, mes compagnes qui tenaient la tête debout, ils les ont violées. C'est vrai, c'était une toute petite femme, j'ai pas dû le faire en vie. Moi, j'ai pas subi le viol, mais tu te rends compte, on voulait fêter nos libérateurs et ils venaient nous violer. Voilà, c'était ça. C'était ça la guerre. L'affreuse guerre. Bon, en arrivant à un petit pont, il fallait environ 2 heures ou 3 heures pour rejoindre l'Elbe, où il y avait les Américains qui étaient arrivés d'un côté. Moi, j'ai passé 2 jours. Mais les Russes se pressaient pas. Ça fait que, en passant un petit pont, d'ailleurs, c'est un SS qui m'a ouvert une boîte de conserve. J'étais en civil, ils ne savaient pas qui j'étais. Si j'avais été en uniforme, peut-être qu'ils me donnent la boîte de conserve. Ça a été mon repas de la journée. Mais quand j'ai eu passé le petit pont, j'étais tellement abattu, je vois un appentis où il y avait du foin, je me suis étendu dans le foin. Je dis: tant pis, hein, les Russes vont arriver, mais je ne peux pas aller plus loin. Quand je me suis réveillé, les Russes n'étaient toujours pas là. Puis il y avait toujours des gens qui fuyaient vers le sud. Et au bout de 2 jours, je suis arrivé sur les bords de l'Elbe. Les bords de l'Elbe, il n'y avait plus de pont sans doute. Alors toute cette cohue passait en bateau pour rejoindre l'autre ligne où il y avait les Américains. J'ai accroché un bateau, mal accroché, j'ai fait chavirer le bateau. Avec tous les gens qui étaient dedans. Peut-être qu'à cause de moi, il y a des gens qui se sont noyés dans l'Elbe. Moi, j'étais avec eux dans l'Elbe, on m'a rattrapé par les jambes. J'ai passé la nuit sur la berge, mais j'ai pu traverser le lendemain sur un bateau. Mais peut-être que j'ai fait noyer des gens.
Qui c'est? Je ne sais pas. Et je me suis retrouvé de l'autre côté. Alors je vous fais grâce, on est resté 7 ou 8 jours abandonnés dans un con. Bref, à un moment donné, on a rejoint le PC américain et un de nous qui parlait anglais s'est expliqué avec eux et on a pu remonter. Ils ont pu nous mettre dans un camion d'ailleurs débauché qui nous a emmenés jusqu'à Amsterdam. J'étais malade, j'avais une fièvre, j'étais mourant. Je disais, je vais mourir dans leur... Il a fallu me transporter dans le train à Amsterdam, et le train m'a ramené à la gare du Nord. À la gare du Nord, je n'ai pas pu sortir du wagon. C'est un infirmier qui est venu me chercher, qui m'a transporté sur le quai. Il y a un des docteurs qui était là, à recevoir, qui m'a ausculté, dit, l'emmenez-le vite à l'hôpital, c'est urgent. Je dis, docteur, je vais mourir chez moi. Je dis, vous allez m'emmener à la gare Montparnasse, au train qui s'en va à Nantes, puis après, à Olonne-sur-Mer, au Sable. Eh bien, je ne devais pas être le seul à dire ça. Il m'a fait un sauf-conduit. D'ailleurs, je l'ai, le sauf-conduit, je l'en ai. Sauf-conduit. Et un infirmier m'a emmené dans une camionnette jusqu'à la gare Montparnasse. Mais personne ne voulait se déranger du wagon pour me faire une place. Malgré le sauf-conduit, priorité assis. Il a fallu que le gardien se fâche, arrache quelqu'un et me mette à sa place. Mais là, j'entendais les gens qui parlaient. Qu'est-ce qu'ils disaient? Comme réception, je peux vous dire, il y avait quelqu'un qui disait, c'est bien un scandale. On met quelqu'un qui est en train de crever, qui doit avoir une maladie contagieuse, et on va attraper ça, c'est vraiment un scandale. C'était ce que j'avais comme réception. Et nous sommes arrivés à la gare de Nantes. J'ai demandé, s'il vous plaît, pouvez-vous m'amener jusqu'à l'omnibus des Sables d'Olonne? Personne. Il a fallu que je rattrape l'omnibus tout seul. Je l'ai attrapé, juste avant qu'il ne parte. Je présente au premier compartiment, et là, miracle, quelqu'un se lève. Oh, il dit, vous êtes en mauvais état, essayez-vous là. Et vous vous rendez compte la différence entre Paris et cet omnibus? Les gens étaient là et disent, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors, je pouvais à peine parler, mais il dit, vous allez retrouver chez vous, on va vous guérir. Comme quoi, ça n'a pas trop changé, hein? C'était le jour et la nuit d'un seul coup. Je disais, pourvu que je loupe pas la gare, parce qu'ils s'arrêtaient toutes les gares. Je vois Olonne-sur-Mer. Là, il faut rassembler toutes ses forces. Je suis dégringolé d'ailleurs sur le quai. Puis il y avait un type qui était là avec sa charrette. Puis il me dit, mais t'es le fils Ordonneau. Je ne sais pas comment il m'avait reconnu, mais peut-être qu'on parlait du fils Ordonneau qui était disparu. Il dit, allez, je te grimpe dans la charrette et je t'emmène chez toi. Et c'est au triple coup, il était venu chercher un de sa famille qui était au train. Et il m'a amené chez moi dans un petit village à environ 3 km de la gare. En arrivant chez moi, il y a une petite cour. Il y avait ma mère qui était assise sur manière de petite hauteur en ciment. Puis d'un seul coup, elle me voit. Elle dit, c'est toi. On ne peut pas savoir, on ne peut pas raconter quand c'est comme ça. On était dans les bras l'un de l'autre. Elle lui dit, viens, 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 tu tiens plus. Elle m'a monté sur le lit que j'avais quitté 2 ans avant. Et elle s'allongeait à côté de moi. Alors celui qui était venu m'amener, il dit, où est Charles? Charles, c'était mon papa. Il dit, il est au champ. Mais je vais le chercher. Pensez si mon père s'est amené à la vitesse. Et il s'est attendu. Il s'est étendu à côté de nous. On était enlacés. Et on pleurait tous les 3. Mais on pleurait de bonheur. Moi, je disais, je vais mourir dans leurs bras. Parce que je ne me faisais pas d'illusions. Je disais, je vais mourir. Vous pesiez combien de kilos à ce moment-là? Vous étiez tout maigre, tout amaigri? Oh, alors, j'avais repris du poids. J'étais comme les petits nègres. Parce que comme j'avais bouffé avec les Américains,
tout ce que j'avais bouffé, ça s'était amassé. J'avais un gros ventre. Vous étiez squelettique avec le ventre gonflé. Je pesais 42 kilos quand je suis arrivé à la maison, je devais avoir pris 5-6 kilos. Les kilos s'étaient amassés sur le ventre. Puis le lendemain matin, mon papa dit, allez, au Sable d'Olonne, à la clinique. T'es en trop mauvais état. Ma maman, bien sûr, a monté dans le chariot. Il a attelé le cheval, Bijou. Et c'est au trip galop qu'on est arrivé au Sable d'Olonne, à la clinique Notre-Dame-de-France. Alors là, il voit le docteur Vautier. Il avait été opéré quelques mois auparavant d'un ulcère à l'estomac. Il dit, votre fils. Bon, il dit, on va voir ça. Il donne son tuberculose pulmonaire bilatérale, caverne dans les 2 poumons. Il dit, il va falloir l'envoyer au sanatorium. Mais il dit, auparavant, il faut que je l'opère du nez. Il ne peut plus respirer. Il respire par la bouche. Ben oui, le nez qui avait été cassé par... Mais pendant l'opération, mon cœur s'est emballé. J'avais une opération... J'entendais tout parce qu'il me l'a dit après, il ne pouvait pas faire d'anesthésie totale car j'en serais mort. Il m'avait fait une anesthésie locale pour m'opérer du nez. Alors mon cœur s'était emballé. Celle qui l'assistait était une sœur Monique. Et la sœur Monique dit, je vais chercher ce qu'il faut, docteur. Elle me fait une piqûre, je ne sais trop quoi. Puis elle tenait le pouls, puis à un moment donné, elle dit, vous pouvez continuer, docteur. Il a repris son rythme normal. Et j'ai été opéré du nez, je suis resté 2 jours à la clinique. Puis il dit, maintenant on va t'envoyer à un sanatorium. Moi j'ai dit, non, docteur. Ou bien je guérirai à la maison, ou bien je mourrai à la maison. Mais je ne bougerai plus. Eh bien si, j'ai encore bougé. Parce qu'au bout de plusieurs semaines, alors il faut que je vous dise que le chapelet, il a été exposé à l'église d'Olonne pendant au moins tout un mois. Mais alors, je ne sais pas si ce chapelet m'a beaucoup servi, parce que les gens venaient me voir et ça me fatiguait. À tel point que mes parents m'ont dit à ce moment-là, bah, tu vas aller dans un sanatorium. Nous, on veut que tu guérisses. Tant pis, on va être séparés. Et vous savez où je me suis retrouvé? À Davos, en Suisse, au grand hôtel Carlton, qui était transformé en sanatorium. Car le don suisse avait réquisitionné de grands hôtels. J'ai passé là de, je ne sais pas, moi, peut-être au mois d'octobre ou novembre 45, jusqu'à Noël 46. Et je vais vous dire pourquoi Noël 46. C'est que chacun avait un hobby quand on était là-bas. Et moi, le hobby, c'était qu'on me donnait des rimes et je faisais des petits poèmes. Et pour Noël 46, l'hôtel devait reprendre ses occupations antérieures. Le sanatorium devait revenir au hôtel, ça devait être fini. Moi, j'étais guéri. Donc, rien. Mais mes camarades me disent, on va faire des scénettes, on va inviter les municipalités de Davos, et toi, comme tu sais faire les poèmes, tu vas présenter le programme. Je n'y arriverai jamais, parce que ce que je faisais, c'était des petits poèmes quelquefois, puis c'était hard, puis vous faire rigoler. Ils me demandent, eh bien le poème, vous allez l'entendre. Parce qu'il a beaucoup plus que je pensais. J'y suis arrivé. C'était quelques mots au Père Noël. Dis Père Noël, qu'est-ce que tu penses de ce monde fou? De tous ces gens qui n'importe où se battent pour des istes ou des hic? Crois-tu qu'ils ne feraient pas mieux de soulager les malheureux que de parler de bombes atomiques? Regarde là-bas la triste chambre où la maman et le petit pleurent l'absent qui manque au nid dans cette froide nuit de décembre. Eux, vois-tu, ils n'ont pas voulu de cette guerre où les vaincus sont tous ceux dans la bourse est vide. Et l'homme qui n'est pas revenu, crois-tu que lui, il l'a voulu, cet affreux combat fratricide? Et malgré toutes ces misères, toutes ces larmes accumulées, on parle de recommencer, de faire encore une autre guerre,
Alors j'ai peur, Père Noël, j'ai peur de ces jours à venir, de ne jamais revoir sourire la France qui était si belle. Pourtant, il y a encore une chance, si tu voulais, si tu pouvais, empêcher toutes ces conférences où l'on parle de guerre, non de paix. Si tu pouvais, dans les masures où l'on a froid, donner du feu, il y aurait moins de malheureux, la vie serait un peu moins dure. Si tu pouvais, au petit qui pleure, lui donner un morceau de pain, lui rendre le papa dont on ne sait plus rien, il y aurait la joie dans la demeure. Si tu pouvais, Père Noël, supprimer les marchands d'obus, les fabricants d'armes inconnues que notre monde encore recèle, alors je crois ça irait mieux. Peut-être serions-nous heureux, sans craindre un avenir cruel. Au lieu de tant de cris de guerre, il y aurait des cris d'amour, qu'il ferait bon sur cette terre vivre enfin de paisibles jours. Il y aurait moins de robes noires, moins de femmes allant pleurant, moins d'orphelins, moins de tristes histoires, moins de crainte au cœur des mamans, plus de ces affreux camps de mort, horrible image des ans passés, où sous les coups et sous l'effort, tant d'innocents ont trépassé. Pour que jamais se renouvellent ces souffrances et ces horreurs, il faut tout de même, Père Noël, donner aux riches un peu de cœur. Il faut que les humains qui peinent aient le vrai prix de leur labeur, sinon il y aura la haine, et de la haine naît le malheur. Et si cette nuit dans ta hotte il y a des tanks et des fusils, faudra pas les donner aux gosses. Ces jouets-là, ils sont maudits. C'est comme ça que c'est terminé mon séjour à Davos. C'est merveilleux. Et ce poème que je disais, j'y arriverai jamais, hein. Il a eu un succès fou, mais ça a été formidable. D'ailleurs, ils l'entendent de nouveau dans les écoles, je leur raconte. Et j'étais doué, je sais pas pourquoi j'étais doué comme ça. Vous avez une mémoire extraordinaire, Marcel. Mais c'est vrai, j'avais une facilité. Alors, puisque j'en suis dans les poèmes, avant de finir chez moi comment ça s'est terminé, j'ai tout de même écrit un petit poème pour bien montrer ce que c'était à ce moment-là. Elles sont certes très loin, les nuits de mes 20 ans, ces ombres qui dansaient avec des croix gammées, beaucoup d'étoiles jaunes à des cœurs accrochés, des nuages de fumée montant au firmament. Dans mes nuits d'aujourd'hui, des images me hantent, des squelettes qui tombent sous des fusils braqués, des uniformes noirs, des hydres grimaçants, continuant de frapper, tous ces corps décharnés. Mais dans mes souvenirs des années de misère, rougis de sang versé, sous des larmes amères, au milieu des ténèbres, des instants de clarté, l'interprète teuton, aux yeux pleins de montée, qui voulait tant m'aider en m'expliquant le ciel. J'ai bien cru percevoir l'aide de l'Éternel. Soudain cet avocat, venu comme un cadeau, éloigné de mon cou l'âge du bourreau, enfin ce vieux soldat, placé sur mon chemin, le fusil à l'épaule, mais le cœur sur la main. Aux Français affamés, il a donné son pain. Du mourant que j'étais, corriger le destin. Nous, les quelques que vivons, rescapés d'outre-tombe, jetant nos derniers cris, en venant témoigner du meurtrier fracas, des fusils et des bombes, trouverons-nous les mots pour vous en dissuader? Alors, car ce rue a troublé les consciences. Nous voyons revenir le temps des assassins.
ce temps où la terreur n'était plus qu'une science, un passe-temps cruel forgé par les humains. Mettrons-nous dans vos cœurs les grains de l'espérance pour que nos champs de blé... Ah, j'ai des trous, grains d'espérance, pour que les champs de blé montent en épis de paix. Pour que les champs de blé, un épi de paix. Laisse sur le... Laisse sur le chemin des morts. Ça alors, je me rappelle. Ça y est, hein. Alors là, c'est bloqué. Monte en épi de paix. Monte en épi de paix. Laisse sur le chemin des messages d'amour et qu'une société apaisée et joyeuse transforme en paradis la litanie des jours. Ah, Le Créateur a mis insondable mystère, une soif d'aimer gravée dans votre cœur, le seul et vrai remède qui supprime les guerres, le ferment de la paix, la source du bonheur. c'est magnifique. Vous voyez, mais là, ça y est, il commence à avoir des... Tout fait. Alors, c'est pour vous dire, vous voyez à peu près comment je parle. Parce que vous avez entendu un bout de témoignage qui dure d'habitude 2h30 d'ailleurs. Donc je rentre chez moi, guéri. Mais en arrivant, je vois mon papa en mauvais état. Je vais le lendemain voir le docteur Bautier, je dis, mon papa, elle est en mauvais état, qu'est-ce qu'il a? Il me dit, votre papa, il a un cancer généralisé. Il va durer quelques années, mais pas longtemps. Au moment de retrouver mes parents, j'apprenais que l'un d'eux allait disparaître. La vie a repris ses droits, je me suis marié. Mais mon papa est mort, moi je me suis marié en 1949, mais mon papa est mort en 1953. Il avait 55 ans. J'ai passé sa dernière nuit avec lui. Je lui tenais la main. Le docteur m'a dit, il ne passera pas la nuit. Il ne parlait plus. Mais il y avait dans ses yeux comme une interrogation. Je voyais qu'il y avait une interrogation. Je lui disais, papa, là où tu vas, j'irai aussi. Mais l'interrogation était toujours là. Je dis, qu'est-ce que... Je lui dis, tu sais, maman, je la garderai toujours. Et à ce moment-là, j'ai vu que l'interrogation, c'était ça. J'ai eu des parents qui avaient tellement de tendresse l'un pour l'autre. Ils devaient se faire du souci en mourant pour son épouse. Je l'embrasse sur le front. Et quand j'ai regardé après mon baiser, il était mort. Il avait laissé son dernier soupir. Alors pour me faire pardonner, le chapelet qui avait été exposé, je lui ai mis autour du cou. Et il a emporté le chapelet dans sa tombe. Mon papa, il a emporté. Ma maman, elle est morte à l'âge de 84 ans. Et elle est morte dans un mouroir à La Roche-sur-Yon. Il l'avait emmenée d'urgence à La Roche. J'aurais jamais dû l'envoyer, elle était à l'hôpital de Sable. Je vais la voir dans son mouroir. Et j'apprends le lendemain matin qu'elle était morte. Je m'en suis voulu tout le temps. Parce qu'avec mon papa, j'avais tenu sa main. Et avec ma maman, elle est morte comme ça. C'est les grands chagrins de ma vie. Mais à part ça, que de bonheur. C'est ce qu'on ressent chez vous. Il y avait un médium à Davos. Et ce médium qui faisait tourner
Un jour, il nous avait mis autour d'une table, et avec les petites boîtes en bois, où on mettait le fromage, il nous avait mis chacun une boîte en bois en face, il dit tenez-vous la main, et dit si ça marche, les boîtes commenceront à circuler. Et les boîtes ont circulé sur la table. C'est invraisemblable, des trucs pareils. Et ce médium m'a dit un jour, la femme que vous allez épouser, vous ne la connaissez pas. J'avais eu des copines, même l'une, je pensais que la dernière, c'était elle, peut-être qui serait ma femme, que je la retrouverais quand je serais guéri. Et vous ne la connaissez pas. Il dit, vous aurez... C'est bizarre, il dit, je vois 3 ou 4 enfants. Mais j'en vois 3 sûrement. Eh bien, mon fils aîné est mort à l'âge de 7 ans. J'ai eu 4 enfants. Et mon fils aîné est mort à l'âge de 7 ans. On l'a opéré de l'appendicite pendant qu'il faisait une crise de foie. Et on l'a tué. Mais 3 enfants, des amours. Un garçon, 2 filles, 11 petits-enfants, 14 arrière-petits-enfants. Et au week-end dernier, ils avaient loué le MFR des Sables d'Olonne. Et nous étions 36. Et justement, Sylvie Rivalin, qui fait partie de votre famille, le samedi, j'avais demandé de venir me remplacer afin que je puisse au moins déjeuner avec tous mes enfants. Mais c'est du bonheur, les enfants. Puis alors, ces petits-enfants, pour eux, je suis le héros, vous voyez. Oui, quelle chance pour eux d'avoir un grand-père comme vous. Je suis le héros, je suis quelqu'un de... Dès qu'ils viennent papilloter. D'ailleurs, mes enfants, ils auraient toujours voulu que je raconte. J'avais jamais voulu. Vous savez que depuis quand que je raconte? Depuis que je suis président de l'Amicale, 2003. Qu'est-ce qui vous bloquait? Mais quand nous sommes arrivés, dès que nous racontions un petit peu de ce que nous avions subi, on entendait nous avec ce qu'on avait comme restriction, c'est-à-dire, alors c'était pas la peine, ça nous bloquait. Bien sûr. On ne pouvait pas raconter. C'est-à-dire la génération qui a suivi, non. Mais alors les petits-enfants, alors là, ils ont voulu savoir. Justement, comment ça s'est passé à votre retour avec les gens qui étaient restés sur place, qui n'avaient pas été déportés? Alors, ils étaient mal à l'aise. Ils étaient mal à l'aise. Bah oui. Je le raconte à peu près. Eux, ils se rappelaient de 14-18, les vieux. Et ils préféraient voir, je l'ai dit, ils préféraient voir leurs enfants prisonniers plutôt que les voir morts. Mais je comprends mieux cet âge. Allez donc dire à une jeunesse ça, c'est pas possible. Nous, on pensait qu'à une chose, c'était de foncer sur les Allemands. Alors j'ai eu beaucoup de mal aussi avec beaucoup de mes camarades en revenant, parce que moi je voulais la réconciliation franco-allemande. Et eux, ils voulaient se venger. Mais je dis, on n'en finira jamais. Qu'on se batte contre les idéologies qui transforment des gens en véritables, qui leur font des lavages de cerveau. D'accord, mais pas se battre. Nous, chez nous, ça serait pareil. Il y aurait des gens qui suivraient exactement la même chose. D'ailleurs, j'avais été invité par un comité d'entente franco-allemand, un comité de jumelage aux Herbiers. Ils voulaient que je raconte devant les Allemands qui étaient là. Il fallait voir la tête des Allemands quand je racontais. J'ai dit, bon sang, qu'est-ce que je vais leur dire pour qu'ils partent? Alors, j'avais quand même préparé quelque chose. Amis dans le passé, des folies meurtrières, nous ont fait sacrifier les plus beaux des enfants. Nous les avons enfouis sous les morceaux de terre que nous nous disputions. Ensemble, plus vite encore, bâtissons cette Europe. Elle sera la nation commune de demain. Nos enfants danseront joyeux sur cette terre, de Berlin à Paris, de Paris à Berlin. Et d'un seul coup, j'ai vu un ouf de soulagement poussé par les Allemands qui étaient là, qui applaudissaient à tout rompre. Ils étaient heureux. Mais ils traînent avec eux
Ils traînent avec eux, ça. Le poids de cette On ne peut pas histoire. reprocher aux enfants ce qui s'est passé. Ils traînent avec. Puis enfin, moi, ce sont des Allemands qui m'ont sauvé. Hein. Bien sûr. Ouais. Comme quoi, tout n'est pas la nuance toujours. L'humain, justement, qu'est-ce que vous retenez, vous, à travers toute cette incroyable expérience sur l'humain, l'être humain, sa complexité? Moi, aujourd'hui, je dis que nos politiques n'y arriveront jamais. Ils n'y arriveront jamais parce que chaque pays a des intérêts divergents et que ça ne marche pas. Par contre, au niveau personnel, c'est ce que je dis, donnez du bonheur autour de vous. C'est un premier pas. Si on donne, parce que le bonheur qu'on cherche, c'est le bonheur qu'on donne. Moi, je suis heureux. Je sais que je donne du bonheur. Je donne du bonheur à mes enfants, mes petits-enfants. Alors, continue notre histoire. Il y avait en face de chez moi, ici en face, une vieille dame. Et à chaque fois que j'arrive de mon grand jardin, de 3300 mètres carrés avec mes 2 motoculteurs, je lui amenais des légumes. Et une de ses filles est médium internationale. Elle est à Paris, et un jour elle vient me remercier en disant tout ce que j'avais fait pour sa maman. Puis elle me dit, monsieur Ordonneau me prend la main. Je dis, vous êtes protégé. Je dis, comment je suis protégé? Par qui? Il dit, je ne sais pas. Mais il dit, je sens que vous êtes protégé. Et je dois dire que, avec tout ce que j'ai passé à côté de la mort, effectivement, je dois dire, je suis protégé. Justement, par rapport au divin, vous, aujourd'hui, est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que vous êtes... Je ne crois pas forcément au Dieu de la religion que je pratique. Je ne le vois pas comme ça. Ce que je vois, c'est mon cerveau qui le voit comme ça. Mais mon cerveau n'est pas à la mesure de la création. Quels sont le Dieu ou les dieux de la création? Car en fait, notre Dieu, il y en a 3. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il rejoint par là un tas de religions qui ont beaucoup de dieux. Les Grecs en avaient beaucoup. Ils avaient des dieux méchants et des dieux bons. Nous, les dieux méchants sont les démons. Enfin, mais je ne peux pas croire que la création, après nous avoir fait, est capable de nous balancer dans la géhenne, dans l'enfer. Vous voyez, je suis presque à chanter « Nous irons tous en paradis ». Non. Non, mais il reste au même qu'une chose, c'est que dans toutes les... Parce que Dieu sait que j'ai étudié tout ce que les religions donnent. J'ai trouvé qu'une seule chose, c'est que la paix du Christ m'est tout de même entrée. La paix elle aura ton visage, la paix elle aura ton image, la paix sera toi, sera moi, sera nous. La paix sera chacun de nous. Je pense que c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a après? C'est sûrement pas l'enfer tel qu'on nous présente, ou le paradis dont on ne sait rien. On dit un lieu de félicité, ça veut dire quoi? On ne sait pas, non. Qu'est-ce que c'est que la suite? Il avait raison, vous savez, l'interprète. Rien derrière. Donc la création, elle a toujours existé. Rien. Toujours devant, il n'y a pas de mur. Donc ça existera toujours. Et nous alors? La science, par certains côtés, peut nous rapprocher. Les gènes, on arrive à faire du clonage aujourd'hui. C'est presque de la résurrection. Mais enfin, nous voyons ça à la limite de notre cerveau. On dit ça n'existe pas, c'est pas possible, le cerveau, la Vierge Marie. Mais pourquoi? Ça peut exister, pourquoi pas? La création, après tout, elle peut faire un tas de choses. Elle a bien fait les médiums qui m'ont dit des choses vraies. Point d'interrogation. Mais moi-même, je crois que j'ai des dons. Un jour,
Une de mes petites filles avait mal à la tête, j'ai mis la main sur le front et son mal a disparu. Bien sûr. Mais je pense qu'on a tous des dons, mais Oui, certains mais ne le savent pas. D'ailleurs, on parle toujours, Certains vous le prenez savent. tout, on parle toujours de ceux qui ont des dons. Moi, je sais que j'ai des dons quand je suis devant des jeunes gens qui ont 14, 15 ans, 16 ans, et que je les vois comme si j'étais leur ami ou leur grand-père et qui me parlent comme ça. Tenez, je vais vous raconter quelque chose qui va vous amuser. Je reçois un message sur Facebook, sur la discussion instantanée. Un collégien de Saint-Laurent-sur-Seine me dit, puis Marcel, il m'appelle Marcel, je suis vraiment leur ami. Hein. Il dit, j'ai fait un poème pour ma petite copine, mais elle t'a entendu comme moi, l'autre, puis t'as dit des poèmes. Moi, avant de lui donner, j'ai peur de passer pour un con. Tu pourrais, je vais te l'envoyer, tu pourrais me le rectifier si c'est pas. Puis je dis, je sais pas. Oh, il dit, je te l'envoie. Il me l'a envoyé. Il en avait fait 4 pages. Il se répétait. J'ai dit, écoute, hein, débrouille-toi, mais mets-lui en... Oh, je pourrais pas. Faites-moi. Bon, j'ai dit, je vais te le faire. Mais elle te croira pas parce que moi, je vais bien le faire. Elle saura que c'est pas toi. Oh, il dit, on sait pas. Bon, j'ai mis en 1 page. J'ai mis en 1 page. 3 semaines après, j'en reçois un petit mot. Il m'appelait plus Marcel. Il dit, merci, monsieur Ordonneau, ça a marché. Je vous rappelle quelque chose d'amusant, mais il y a un tas de choses comme ça. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est vraiment ce qui est beau chez vous, c'est votre ouverture. Votre ouverture. L'amour que vous... Oui, je crois que ça se qui ressent. émane de vous. Oui, je crois que ça se ressent. Mais c'est vrai, je crois. Je crois que c'est vrai. Et ça a toujours été vrai. À tel point qu'il a fallu que je sois vraiment très fidèle. Car j'avais beaucoup... Non, mais c'est vrai. Mais j'avais beaucoup de succès. Ah, on imagine. Mais c'est vrai, hein. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. À tel point que je ne voulais plus aller dans des soirées au casino ou ailleurs, dès que je dansais avec une femme, mais c'était très ennuyeux. Je voyais qu'elle me tombait dans les bras, mais c'était très ennuyeux. D'autant plus que mon épouse, une vraie star, mon épouse. Ah oui, mais elle va peut-être arriver là, parce qu'elle arrive à 5 heures. Mais ça a été le bonheur. Moi, cette épouse, ça a été le bonheur. Le bonheur sur le plan moral, on avait les mains. Et sur le plan physique, pareil. Il fallait vraiment que je sois costaud, parce qu'elle était gourmande. C'est incroyable. Mais c'est vrai d'ailleurs. Mais c'est vrai. Mais j'ai pas. Puis alors j'ai du bonheur avec les petits enfants. Et maintenant j'ai ce grand jardin. Car mes parents, qui n'étaient pas riches, eh bien pendant que j'étais en camp de concentration, mais ils travaillaient comme des dingues pour essayer d'acheter des terrains, que j'ai des terrains au départ pour travailler. Et c'est ces terrains, j'en ai pas vendu, hein, j'ai tout gardé. Et le matin, je donne le petit déjeuner à mon épouse, et mon épouse, qui n'a pourtant plus beaucoup de sentiments, quand j'arrive, je t'aime, tu sais. Qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ça. Quelqu'un qui est atteint d'Alzheimer, qu'on a l'impression, et d'un seul coup qui vous dit ça. Mais moi, tous les matins, quand je lui donne le petit déjeuner au lit, et je lui donne à la cuillère, parce que si je lui donne pas, elle ne me prend pas. Mais d'entendre ça, mais j'en ai les larmes aux yeux de bonheur. Nous aussi. Nous aussi. Je suis heureux. Vous voyez, j'ai une femme qui est atteinte d'Alzheimer et je suis heureux. On peut être heureux à tout moment. Il suffit de savoir bien regarder. Même dans les difficultés. Alors Marcel, pour terminer, quel est votre message à la jeunesse? Une jeunesse qui aujourd'hui, au vu de l'actualité et de la conjoncture, est parfois désespérée, en colère. Ah ben ils me le disent tous. Ah, d'ailleurs, les attentats, il y a une vidéo, mais on va tous mourir. Je lui ai dit,
mais c'est de la rigolade à côté de ce que c'était. Mais j'ai dit, mais c'était des millions qui étaient assaillis. J'ai dit, bien sûr que ça peut arriver à tout le monde, mais j'ai dit, vous savez, tout ça se tassera. D'ailleurs, je les tutoie, parce qu'ils me tutoient, je les tutoie, ça se tassera. Non, mais d'ailleurs, quand je finis, je côtoie avec vous une jeunesse ardente, apprenant du passé les causes des malheurs, refusant désormais la haine et la violence, créant des lendemains d'amour et de bonheur. C'est comme ça, c'est mon... D'ailleurs, je répète à chaque fois ça. Merci beaucoup, Marcel. Merci beaucoup. Et puis, voyez-vous, mon papa, il m'avait toujours dit, quand tu fais quelque chose que tu crois bien ou que tu l'entreprends, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut jamais abandonner. Eh bien, dans tout ce que j'ai fait, j'ai jamais abandonné. Et à 95 ans, je sens que je donne du bonheur. Alors je continue. Je continuerai le temps qu'il faudra. Mes parents, je vous avais dit au départ, mon papa, il s'occupait d'un grand marais de 7 hectares qui appartenait à un armateur. Et je m'étais toujours dit, quand j'aurai les moyens, j'achèterai un marais. Je suis propriétaire de 2 marais, l'un de 2 hectares 70, 90 et l'autre de 2 hectares 40. Dès que j'ai eu acheté les marais, je me trouve à l'Assemblée générale et on m'élit syndic sans que je sois candidat. Me voilà syndic du syndicat des marais de la Gâchère. On se réunit, le bureau se réunit. Il fallait élire un président. Le président qu'il y avait, il était pas très net. Me voilà sur les 9, élu avec 5 voix contre 4 au président sortant. J'ai été 34 ans président du syndicat des marais des Ololles. Et ce marais qui était un véritable cloaque, j'ai tout remis en état en 34 ans. Je me suis attaqué à l'administration qui n'avait pas respecté les engagements des statuts, car syndicat est né avec un statut de Charles X. Donc il dépendait de la préfecture. Quand je demande au secrétaire du syndicat de me donner le statut, il dit j'en ai pas. C'est pas le statut du syndicat. Non. Je suis allé aux archives pour voir le statut du syndicat. Et je me suis aperçu que les statuts n'étaient pas respectés par les ponts et chaussées, c'était l'équipement de maintenant, mais ça s'appelait les ponts et chaussées à cette époque. Et ils ne respectaient même pas les statuts qu'ils avaient à faire respecter. Ils faisaient payer aux propriétaires de marais ce qui incombait à l'État. Je vais voir le directeur qui s'appelait à cette époque Renolo. Je dis, monsieur Renolo, je suis le nouveau président, je prends contact avec vous pour voir comment on peut travailler. On vous dit, monsieur Ordonneau, c'est pas difficile. On vous prépare tout ce qu'il faut faire, vous n'avez plus qu'à le faire voter par vos syndics. Mais je dis, monsieur Renolo, mais c'est pas le statut du syndicat, ça. Il dit non, les statuts du syndicat, vous êtes le conseil du syndic. C'est-à-dire, vous donnez votre point de vue, nous le respectons ou non. Alors j'ai dit, ces marais sont en mauvais état. Vous faites payer les ouvrages de défense contre la mer aux propriétaires de marais, au lieu que ce soit l'État qui s'est engagé. Et bien dit, à partir de maintenant, moi président, ce sera l'État qui fera ce travail. Et vous allez me faire un projet pour désenvaser tous ces canaux secondaires qui font que c'est un véritable cloaque, qu'on ne peut même plus pénétrer à l'intérieur. C'est-à-dire que les gens, d'ailleurs, sont morts au siècle dernier, sont morts des fièvres à cause du cloaque qu'il y avait dans ces marais. Il me fait un projet. Et ce projet, je ne vais pas vous dire le chiffre exact, je ne l'ai plus en tête, mais mettons que c'était 400 000 anciens francs. Mais ça doit être à peu près ça.
400 000 anciens francs. Il me fait le projet, 400 000 anciens francs. Bon, je dis, je vais voir si c'est vrai. Je vais voir celui qui désenvasait. Je lui dis, pourrais-tu me faire un devis pour désenvaser ces 2000 hectares de marais? Oh, oui, oui. Il me fait un devis, 100 000 francs. J'en étais loin. Je retourne voir Renaud, le dit, vous n'êtes pas trompé dans votre évaluation. Oh, il dit, oui, mais vous savez, nous, on fait bien les bords. Mais j'ai dit, moi, je veux qu'on débat, je m'en fous de vos bords. Il dit, oui, puis avec nous, vous aurez une subvention de 50%. Ben, je dis, oui, mais ça me coûtera encore plus cher. Il me le fait pour 100 000. Ah bon, on va vous refaire un projet. Il me refera le projet pour 100 000 francs, après me l'avoir fait pour 400 000. Mais je dis, dites donc, monsieur Renaulot, mais ça dépasse le prix du gré à gré. Ça dépasse le prix du gré à gré. Il va falloir faire un appel d'offres, monsieur Renaulot. Ah, ben il dit oui, mais pour aller plus vite d'habitude. Ah, ben je dis non, là vous allez faire un appel d'offres. Je vais voir le type que j'avais été voir, Merceron. Je lui dis attention, monsieur Merceron, le projet va se réaliser, mais ça ne sera pas appel d'offres. Je vous préviens. Alors, je ne sais pas si les 100 000 c'est bien ou pas bien, si ce sera plus cher ou moins cher, mais vous ne serez pas le seul sur les rangs. Vous savez pour combien que je l'ai eu? Pour 60 000 francs. De 400 000, je suis tombé à 60 000. Et c'est pas 50% que j'ai eu 75% de subvention. C'est-à-dire, ça n'a presque rien coûté. Mais fallait-il s'attaquer? Alors naturellement, je suis resté 34 ans président. Mais à l'âge de 80 ans, j'ai dit, j'arrête. Hein. J'ai dit, débrouillez-vous, j'arrête. Moi, je peux plus tenir. Parce qu'en plus de ça, j'ai été président des parents d'élèves de l'enseignement catholique. C'est-à-dire, j'étais président départemental, je suis devenu président académique, et je me suis retrouvé ensuite à la délégation nationale à Paris. C'était au moment où Mitterrand voulait nationaliser les écoles. Je dis à Daniel, qui était le président national, je dis à Daniel, moi je vais faire une manifestation à Nantes. Vous dit Marcel, tu ne vas pas faire une manifestation à Nantes, on ne pourra pas tenir les gens. Mais je dis, si on ne fait rien, mais on va être nationalisé. Bon, il dit, je vais faire voter. Il fait voter la délégation nationale, et sur les 21 membres, j'ai eu 5 voix pour moi, et 16 contre. Il dit, Marcel, tu ne peux pas faire ta manifestation. Mais j'ai dit, Daniel, mais tu me prends pour un con. Il dit, pourquoi? Mais j'ai dit, je suis président académique, je vais me garder. Tu peux être sûr que je ne vais pas m'occuper de la délibération nationale, je ferai ma manifestation. Et j'ai fait la première manifestation à Nantes publique, 40 000 personnes à Nantes. J'avais fait encadrer tous ceux qui venaient, je voulais qu'il y ait un responsable avec un brassard par dizaines de personnes. J'avais donc 4000 responsables pour encadrer. On a fait une manifestation du tonnerre, à tel point que Daniel, 8 jours après, lançait sur toute la France. Et on a fini à Paris par cette manifestation monstre, et Mitterrand a reculé, et on a toujours les écoles catholiques. Incroyable. En fait, j'ai tout réussi, ce que j'ai lancé. Cette détermination. Hein. Je ne sais pas, mais je dois être protégé, ça doit être vrai. C'est merveilleux, mais c'est un exemple flamboyant. Ça doit être vrai. Oui, 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 oui. Quelle heure il est? Quelle heure est-il? Il est... Ah, je crois qu'il est 17h35. 17h35. Bon, on a eu un très bel entretien. Ma femme doit être en bas, on va y aller. On va aller la rejoindre. 17h25. Merci beaucoup, J'aurais Marcel. bien quelque chose à vous proposer, mais ça ne sera pas possible. J'aurais voulu vous amener dans mon grand jardin pour vous voir. Une prochaine fois, mais en tout cas... Mais par contre, ce que je pourrais faire, ça sera encore temps, 17h25, je pourrais vous amener au grand blocos qui est aménagé à côté, là. C'est peut-être intéressant. Il doit d'ailleurs il y a ma fiche, la fiche de votre arrière-grand-père. Ça serait intéressant de voir ça. Hein. Oui, très, très. Puis alors après, je sais pas, est-ce que vous couchez au sable?